Bonjour, est-ce que vous savez que si on fait de la merde, on peut faire en sorte que ça se voit pas à la fin? On appelle ça corriger ses erreurs. On peut même corriger celles des autres, même si c'est plus chiant parce que les erreurs c'est comme l'épée et les enfants, on supporte que les siens. Et encore, on préférerait pas en faire du tout. Si on envoie un message, c'est possible que quand il arrive, il soit illisible. Si c'est une lettre, elle peut arriver chiffonnée, ou alors peut-être qu'on a fait plein de fautes en l'écrivant et ça la rend carrément indéchiffrable. Peut-être aussi qu'on a secoué trop fort l'enveloppe et du coup ça a mélangé les mots et changé des lettres. Quand on stocke des documents importants, il peut se passer la même chose. Avec le temps, il peut y avoir des tâches qui apparaissent ou des lettres qui disparaissent. Et ça va changer ce qu'on va lire dans les documents, et donc ça va changer leur contenu. En fait, de manière générale, quand on envoie quelque chose, quand on écrit quelque chose, quand on lit quelque chose ou quand on stocke quelque chose, le contenu il peut être altéré. On va dire que le message, dès qu'il change de support, il peut y avoir des erreurs qui apparaissent. Si je recopie un texte, je peux faire des fautes de frappe. Si j'envoie des informations à travers un câble, il peut y avoir des interférences ou du bruit qui vont modifier le signal. Si on essaye de lire un texte sur une photo, peut-être qu'elle va être trop floue et du coup on va confondre des lettres. Si on stocke une vidéo sur un DVD, on peut finir par le rayer et il y aura des portions qui seront illisibles. Ça marche pas tout le temps parce que si on recopie du Michel Onfray, on peut penser qu'il y a des erreurs partout, mais pour les corriger c'est pas le même domaine et d'ailleurs c'est pas toujours possible. Mais si ça arrive dans un texte en français, avec le contexte ou alors en reconnaissant des mots, on va pouvoir retrouver le texte d'origine. Parce qu'en français tous les mots n'existent pas. Par exemple, l'Académie française ne reconnaît pas de légitimité à Cratch-Grobluff à entrer dans le dictionnaire. Et donc si on a un texte qui n'est pas complètement modifié, on va réussir à retrouver des mots qui ressemblent aux mots qu'on lit. Par exemple, si on lit « Bonjour le Gaumont ça va », on va réussir à se dire « Bon, à la base, le texte ça devait être « Bonjour, comment ça va ?» On notera que du coup ça ne s'applique pas à l'allemand. Le problème, c'est qu'un message numérique, c'est sous forme de suite de 0 et de 1, et que, a priori, toutes les suites de 0 et de 1 existent, et donc on ne pourra pas distinguer une bonne suite d'une mauvaise suite. La mauvaise suite, elle est composée de 0 et de 1, alors que la bonne suite, elle est composée de 0 et de 1, mais c'est une bonne suite. Et donc ce qu'on veut faire, c'est appliquer le même principe que la langue française, où on peut se dire « Ah tiens, ce mot-là il n'existe pas, donc doit y avoir une erreur, ouais ça ressemble un peu à ça, ouais c'est bon, ça doit être ça ». Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une académie pour pouvoir créer un langage et avoir des règles strictes et immuables. Sauf que nous, on pourra démontrer que les règles elles sont mieux comme ça. C'est ça qui est bien avec les maths, on est toujours dans l'absolu. Et on va créer un langage un peu bizarre, puisque notre alphabet il va avoir énormément de lettres. On va appeler Q le nombre de lettres, et pour donner un nom et une écriture à toutes les lettres, on va dire que c'est les nombres entre 0 et Q-1. Et donc par exemple, pour nous, 25, 32, 64 et 128, ça forme un mot. Bon c'est un peu bizarre, mais c'est un langage pour ordinateur qu'on crée. Et les ordinateurs aiment les nombres. Et moi j'aime faire plaisir à mon ordinateur. Sinon maintenant on va pouvoir dire qu'on n'a pas tous les mots qui existent. Tous les mots ne seront pas reconnus comme légitimes par notre académie pour être dans le dictionnaire. Par exemple, le mot qui est composé des nombres 16 et 64, c'est ce qu'on appelle une abomination, qui n'a pas sa place dans notre société. C'est la faute de la jeunesse pervertie par YouTube et TikTok, une véritable invasion sino-américaine. Abonnez-vous, mettez la cloche. Dans notre langage, on va choisir les mots minutieusement pour pouvoir corriger facilement si jamais il y a des erreurs qui apparaissent. Un langage comme ça qui permet de corriger des erreurs, on appelle ça un code correcteur. Pourquoi on dit un code? Parce qu'en cryptologie on dit pas un langage, parce que les cryptologues, quand on leur parle une langue qu'ils connaissent pas, genre Hola, qu'est tal, ils se disent ah ouais, c'est un code. C'est bien de faire un langage dans lequel on peut corriger des erreurs, mais pour qu'il serve, il faut qu'on puisse donner un sens aux mots. C'est-à-dire qu'on va écrire un dictionnaire. Pour pas trop s'embêter, on va prendre dans le langage que des mots qui ont exactement le même nombre de lettres. Par exemple, on va dire qu'ils ont n lettres. On aime bien envoyer des blocs de même taille. Et donc là, comme les lettres c'est des nombres bornés, on peut les stocker dans un bloc de taille fixée. Et donc un mot, ça va être un bloc de n petits blocs, et ça fait un gros bloc de taille fixée. Par contre, on va pas prendre tous les mots de exactement n lettres, on va être encore plus restrictif, on a un très bon videur, vous inquiétez pas. On va voir ça plus tard. En fait, on va regarder le problème à l'envers. À la base, le problème qu'on avait, c'est que l'information numérique, c'est des suites de 0 et de 1, et que toutes les suites existent. Et donc on veut traduire toutes les suites de 0 et de 1 qui existent dans un langage où on pourra faire de la correction parce que tous les mots n'existent pas. Donc si on a une suite de 0 et de 1, ça peut venir d'un texte, d'une image ou d'une vidéo, on va l'écrire dans notre alphabet. C'est-à-dire qu'on va regrouper les 0 et les 1 par petits blocs pour former les lettres qui sont des nombres. Et on aime bien manipuler les nombres. Moi j'aime les nombres. Et maintenant on va regrouper les lettres du langage réel, celui qu'on fait à partir des suites réelles, en mots. Et comme on a toujours envie de faire des blocs de même taille, on va dire que les mots ils ont exactement K lettres. Mais cette fois-ci, puisque c'est le langage réel, où tous les mots doivent exister, on va dire que tous les mots de K lettres existent dans le langage.
Maintenant, on va vouloir écrire un dictionnaire bilingue pour savoir à quel mot de n lettres du langage avec correction correspond un mot de k lettres du langage réel. On va avoir besoin de grosses maths, alors attention, c'est parti. On va avoir besoin de savoir ce que c'est qu'un polynôme. Un polynôme, c'est une fonction qu'on peut écrire sous la forme x puissance quelque chose. Donc par exemple, x puissance 1, c'est-à-dire x au carré, x puissance 7, x puissance 200 milliards, ou même x puissance 0. Et x puissance 0, ça fait tout le temps 1. Donc on dit que la fonction constante égale à 1, c'est un polynôme. Ou alors on dit plus simplement que 1, c'est un polynôme. Par contre, on n'a pas le droit de prendre x puissance moins 1. On n'a pas le droit aux puissances négatives. Mais on a le droit de mettre un facteur multiplicatif devant le x, par exemple 5 fois x, ou alors 12 fois x carré, 73 x puissance 23, ou, comme 1 c'est un polynôme, on a le droit de multiplier par 15, et donc on peut dire que la fonction constante égale à 15, c'est un polynôme. Ou alors on peut juste dire que 15, c'est un polynôme. Et encore une chose qu'on a le droit de faire, c'est d'additionner entre eux des polynômes qui n'ont pas la même puissance. Par exemple, 2x plus 5x carré plus 23x puissance 48, c'est un polynôme. X puissance 1,5, c'est pas un polynôme. X au cube moins 2x carré plus 3, c'est un polynôme. Ça, c'est une tongue. Et ça, c'est moi. Et donc ça, c'est la définition des polynômes. Les polynômes, c'est toutes les fonctions qu'on peut obtenir en faisant ces opérations-là. Et on peut en déduire une forme générale des polynômes. Les polynômes, c'est toutes les fonctions qu'on peut écrire sous la forme quelque chose fois x puissance 0, plus quelque chose fois x puissance 1, plus quelque chose fois x puissance 2, etc. Et si jamais il n'y a pas de coefficient, on peut dire que le quelque chose c'est 0. Si je reprends l'exemple 2x plus 5x carré plus 23x puissance 48, on peut écrire 0x puissance 0 plus 2x plus 5x carré plus 0x puissance 3, etc. jusqu'à plus 23x puissance 48. Pour être un peu plus formel, si on a un polynôme P, on peut écrire P de x égale P indice 0 x puissance 0 plus P indice 1 x puissance 1 plus P indice 2 x puissance 2, etc. jusqu'à P indice k x puissance k. Et on dit que k c'est le degré du polynôme. C'est la plus grande puissance de x qui a un coefficient différent de 0. Par exemple, 2 plus 3x plus 4x carré c'est un polynôme de degré 2. 7x puissance 38 plus 19x puissance 573 c'est un polynôme de degré 573. Et ça c'est un angle de degré 30 mais ça n'a rien à voir. Donc là on a bien défini ce que c'était un polynôme, et maintenant on va voir des propriétés. On va voir que ça ressemble un petit peu au nombre entier, et qu'on peut faire un parallèle très fort. Tout à l'heure on a dit qu'on pouvait additionner deux polynômes qui n'avaient pas les mêmes puissances, mais en fait on peut toujours additionner des polynômes. Si on additionne deux polynômes P et Q, et qu'on les écrit P de x égale P0 plus P1x plus P de x carré, etc., et pareil pour Q, et ben le résultat de l'addition ça va être quand on additionne les coefficients devant chaque terme. C'est-à-dire que ça sera P0 plus Q0 plus P1 plus Q1 x plus P2 plus Q2 x carré, etc. Et de la même manière, on peut les soustraire, et on peut même les multiplier. Si on multiplie les polynômes P et Q, on va distribuer P de x sur chaque terme de Q de x, et dans ce cas, on dit que P est sur le Q. Et ça va donner Q0 fois P de x, plus Q1 fois P de x fois x, plus Q2 fois P de x fois x carré, etc. On s'est multiplié par un nombre, il suffit de le distribuer sur chaque coefficient, et donc on peut calculer Q0 fois P de x, et ça fait un polynôme. Et pour multiplier par x puissance quelque chose, on va distribuer dans P de x. Et donc ça va augmenter toutes les puissances de x de P de quelque chose. On aura x puissance quelque chose à la place de x puissance 0, on aura x puissance quelque chose plus 1 à la place de x puissance 1, etc. Et donc quand on distribue P de x sur Q de x, ça donne plein d'additions de polynômes. Une multiplication de polynômes revient à faire plein d'additions de polynômes, et des additions de polynômes, quand on les calcule, ça revient à juste un polynôme. Donc, une multiplication de polynômes est un polynôme. C'est comme quand on a un calcul avec plein de multiplications et d'additions de nombres. Après avoir fait le calcul, on va toujours avoir un nombre. Une addition, ça va jamais donner la catégorie des catégories qui ne se contiennent pas elles-mêmes. Et donc on peut multiplier des polynômes entre eux, et ça donne un polynôme. Grâce à ça, on peut définir un polynôme en disant que c'est le produit x-a1 fois x-2 fois x-3, etc. Et ce polynôme-là, c'est bien un polynôme, parce que c'est un produit de polynôme. Et il est sympa parce qu'on sait exactement sur quelle valeur de x il va valoir 0. Puisque un produit de facteurs est nul si et seulement si un facteur est nul. Quand on veut livrer un colis, il y a plein d'étapes successives, on doit aller d'un relais à l'autre. La livraison, elle va être nulle, c'est-à-dire qu'elle va durer des plombes, si et seulement si il y a au moins un des facteurs qui est nul. On peut même aller encore plus loin, on peut diviser des polynômes. Mais on va pas faire une fraction de polynôme, on va faire comme avec les entiers, une division euclidienne avec un reste et un quotient. Quand on a des nombres entiers a et b, si on fait la division euclidienne de a par b, ça nous donne un quotient q et un reste r, qui sont des nombres, tels que a c'est égal à q fois b plus r, et tel que r est strictement plus petit que b. Et donc on va avoir pareil avec les polynômes. Si on veut calculer la division euclidienne d'un polynôme p par un polynôme q,
Ça va nous donner un quotient qu'on va appeler... merde, j'ai déjà utilisé Q. Qu'on va appeler chi majuscule, c'est pas un x, c'est la lettre grecque chi. Et donc la division euclidienne donne un quotient chi et un reste r, tel que p de x égale à chi de x fois q de x plus r de x. Et r c'est un polynôme de degré strictement inférieur au degré de q, comme avec les entiers où le reste est strictement plus petit que le diviseur. Maintenant on a vu assez de maths pour pouvoir écrire le dictionnaire bilingue. Juste une chose encore, un polynôme on peut voir ça comme une suite de nombres. Et nous depuis tout à l'heure on dit que les lettres c'est des nombres. Et donc un mot, on peut voir ça comme un polynôme. Et donc on va pouvoir faire des opérations sur les mots. Par exemple, on pourra calculer toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et plus tous ceux qui sont seuls. Mais pour ça, il faut dire que tous ceux qui le veulent et tous ceux qui sont seuls, c'est un mot. Donc je rappelle rapidement où est-ce qu'on en était. On a le langage réel qui contient tous les mots possibles, mais les mots de exactement quelle lettre, et le langage avec correction qui contient pas tous les mots possibles, mais que des mots de exactement n lettres. Le langage avec correction qu'on va créer, ça s'appelle un code de Reed-Solomon. Et pour faire un code de Reed-Solomon, il nous faut un polynôme générateur qu'on note g, et qui va être le produit des polynômes x-1, x-2, x-4, x-8, etc. jusqu'à x-2 puissance n-k, où n et k c'est la taille des mots des deux langages. Et donc c'est parti, on va écrire le dictionnaire bilingue. Et on va commencer par la partie langage réel vers langage avec correction. Donc on prend un mot du langage réel et on va donner un petit nom à toutes ces lettres. Comme on n'est pas très originaux, on va les appeler M0, M1, etc. jusqu'à MK-1. Et on veut le transformer en mot à n lettres. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est juste on va rajouter n-k lettres, et on va les rajouter au début du mot, et pour que ce soit neutre, on va dire qu'on met des zéros. Bon en vrai c'est pas si simple, là en gros on a fait de la place dans le mot, et après on va venir rajouter quelque chose. C'est un peu comme quand on a un nouveau bébé et qu'on doit faire de la place dans le congélateur. Maintenant le mot dans lequel on a rajouté des lettres, on va pouvoir l'interpréter comme un polynôme, et faire une division euclidienne avec le polynôme générateur g qu'on a défini juste avant. Et la division elle donne que le mot auquel on a rajouté des lettres, il est égal à un quotient q fois le polynôme g, plus un reste r. Et le reste, il a un degré plus petit que le polynôme g, et comme le polynôme g est de degré n-k, ça veut dire que si on interprète le reste comme un mot, et ben le mot il va avoir n-k lettres. Et donc il a pile poil le nombre de lettres qu'on avait rajouté au début du mot. Ça veut dire que si on soustrait de chaque côté le reste, on va obtenir le mot initial auquel on a rajouté des lettres, moins le reste, et ça en fait c'est un mot où au début on a les lettres du reste mais avec un moins devant, et après on a les lettres du mot initial. Et ce mot-là, avec le reste puis le mot initial, c'est la traduction du mot initial dans le langage avec correction. Et donc voilà, on a la traduction de tous les mots du langage réel dans le langage avec correction. Et au passage, tout à l'heure on a dit qu'il n'y aurait pas tous les mots qui existent dans le langage avec correction, et maintenant on peut dire que tous les mots du langage avec correction, c'est ceux qu'on peut obtenir par traduction des mots du langage réel. On n'aura pas d'autres mots, et même on n'en veut surtout pas d'autres. On veut juste une traduction unique de chaque mot du langage réel dans le langage avec correction. On veut pas de mots inutiles. Par exemple, le mot gentilhommière, il est complètement inutile en français. Maintenant, si on veut écrire la partie du dictionnaire langage avec correction vers langage réel, eh ben c'est facile, parce que si on prend un mot du langage avec correction, il a forcément été obtenu par traduction d'un mot du langage réel, puisqu'on a dit qu'il n'y en avait pas d'autres, et donc si on lit les 4 dernières lettres du mot du langage avec correction, eh ben c'est le mot du langage réel initial, parce qu'on avait décalé les lettres pour ajouter le reste, mais le mot initial était toujours lisible dans le mot. Si vous avez suivi jusqu'ici, on va pouvoir voir comment le fait de faire une division euclidienne de polynômes, là, ça permet de corriger des erreurs, et c'est assez stylé. Quand on a dit que la traduction d'un mot réel dans le langage avec correction, c'était le mot décalé en rajoutant des lettres, moins le reste obtenu en faisant la division euclidienne du mot par le polynôme g, ça veut dire que la traduction du mot réel, c'est un multiple de g. Et si on appelle m la traduction du mot réel, on peut écrire que m égale g fois q, où q c'est le quotient qu'on avait obtenu en faisant la division euclidienne. Et comme les polynômes c'est toujours des fonctions, on peut les appliquer sur des nombres, et si jamais on a g de x égale 0, alors comme m de x c'est g de x fois q de x, on aura m de x égale 0. Et justement, le polynôme g, on sait pour quelle valeur de x on aura g de x égale 0. Parce que g on a dit que c'était la multiplication x-1 fois x-2 fois x-4 fois x-8, etc. jusqu'à fois x-2 puissance n-k. Et donc si x c'est une puissance de 2 plus petite que 2 puissance n-k, on aura un terme de la multiplication qui sera x moins 2 puissance quelque chose, et x ça sera aussi 2 puissance quelque chose, donc le terme vaudra 0, et donc la multiplication vaudra 0. Et si maintenant on a toujours un mot m, mais dans lequel on veut vérifier qu'il n'y a pas d'erreur,
on va l'interpréter comme un polynôme et calculer m de 1, m de 2, m de 4, etc. Et si on trouve toujours 0, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur, mais si au moins une fois on trouve pas 0, ça veut dire qu'il y a des erreurs. Si jamais il y a des erreurs et qu'on trouve autre chose que 0, et ben le autre chose il va nous donner assez d'indices pour pouvoir retrouver qu'est-ce que c'était le mot initial. Je vais pas rentrer beaucoup plus dans les détails parce que c'est vraiment du calcul, mais en gros on va réussir à retrouver sur quelle lettre il y a des erreurs, et quelle est la valeur de ces erreurs. On va avoir un système d'équations avec des inconnus, et si jamais on a plus que n-k sur 2 erreurs, le système va donner n'importe quoi. En fait, n-k sur 2, c'est ce qu'on appelle la capacité de correction d'un code de Reed-Solomon. Et on pourrait se dire qu'on pourrait prendre un n très grand pour avoir une très grande capacité de correction, mais en fait on va faire un compromis parce qu'on n'a pas envie d'envoyer des messages trop longs, et ça arrive pas si souvent d'avoir des erreurs. Enfin sauf si on trace des cercles au compas sur un DVD. Et les codes de Reed-Solomon, ils sont utilisés vraiment partout. Ils sont utilisés sur les DVD, comme ça même si on a une micro-rayure, le DVD est pas illisible. Ils sont utilisés dans les protocoles sur internet pour éviter d'avoir des erreurs dans les informations qu'on envoie. Ils sont utilisés dans les QR codes, comme ça même si on a une photo qui est un peu floue ou si une marque a mis son logo au milieu, on pourra quand même les lire. Et ils sont utilisés par la NASA pour communiquer par exemple avec la sonde Voyager, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'erreurs qui apparaissent dans une transmission sur une distance énorme. Et là par contre j'ai aucune blague à faire.